Venant, on va essayer de traiter ensemble ce sujet important sur les insurtech et les acteurs traditionnels ou conventionnels. Je vais juste demander aux hôtesses et à la régie si vous pouvez avoir l'amabilité, si parmi nos invités, nous avons des gens qui ont besoin de traduction, n'hésitez pas à leur remettre des casques pour qu'ils puissent nous suivre dans les meilleures conditions. Please ask for the headsets for translation. We're going to use both languages, French and English, with our panelists for this session. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce que les insurtech et les players conventionnels travaillent ensemble, comment ils s'identifient, trouvent des intérêts communs. Est-ce que nous sommes dans une logique, comme le titre nous l'impose, de coopération, de compétition ou de coopétition. Mais on va essayer de le voir à travers vos activités, la manière dont vous intervenez et vos stratégies aux uns aux autres. Alors, je vais commencer par demander à nos invités, en les présentant, de nous expliquer ce qu'ils font dans leurs activités pour mieux comprendre pourquoi dans cette discussion, on va chercher les meilleures pratiques chez eux. Je vais commencer par vous, Hélène Fachier, vous êtes directeur général d'OpenCNP. En quelques mots, OpenCNP, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa mission et qu'est-ce que vous faites? Donc, bonjour à tous. OpenCNP, c'est un programme d'open innovation et un fonds de corporate venture que nous avons lancé fin 2015. C'est un programme d'une centaine de millions en fait, que nous souhaitons dédier à de l'investissement dans des startups et la création de partenariats avec ces startups. Donc, à ce jour, au sein d'OpenCNP, on a réalisé 6 investissements. Et dans ce cadre, j'ai également la chance de participer au board en tant que membre du board de ces startups. Donc, j'accompagne Lendix, Alan, H4D et également Lydia dans leur réflexion stratégique pour leur développement. Alan, on sait ce que c'est, on a compris tout à l'heure par l'intervention de Bernard Spitz, c'est le nouveau player dans le secteur des assurances, arrivé en 2016 sur le marché français. Je vais venir à vous, Stanislas Chevalet, directeur général adjoint, BNP Paribas Cardiff. Bonjour. BNP Paribas Cardiff, c'est la filiale assurance de BNP Paribas. BNP Paribas au Maroc, c'est, j'allais dire, surtout la BMCI. Pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit de sortir sur la place, vous verrez notre siège est juste en face. On ouvre d'ailleurs des comptes, si ça vous intéresse. Cardiff, on est présent dans 35 pays dans le monde. Avec des présences à la fois dans des pays matures, mais également dans des zones en développement, comme l'Amérique latine, où on est un des grands assureurs de l'Amérique latine avec mon voisin de gauche, et également en Inde, où on a une joint venture avec la première banque indienne qui est SBI. À l'intérieur de Cardiff, on a effectivement lancé un plan de transformation dans lequel l'innovation et l'open innovation ont une place significative. Merci beaucoup, Joseph Gonzalez. J'apprécie le titre de votre activité. Vous êtes Chief Innovation Officer. What does it mean? Innovation is something important in your group? So first of all, apologies for not speaking French. No. You're in Casablanca, very open city. Yes, indeed. Innovation is something that it's in the core of the strategy of the Mapfre Group. We are a mid-sized company with presence in Latam, North America, and some parts of Europe. And we have recently got the commitment of investing a part of our profits in innovation, which is a set of activities that embodied all the transformation of the company, but that are at the edge of what is most innovative in the insurance industry. Allow me to understand a little bit more. When you say that you are Chief Innovation Officer, does it mean you are in charge of all the innovations inside or internal innovation coming from the company? Or, excuse me for this kind of expression, or are you also an investor, a buyer of startups? We do both things. Actually, I will be my proper title will be like pain in the neck chief officer for the rest of my team. I essentially in charge of promoting the innovation internally,
So I push everybody so they adopt the innovations coming from the startup world, that they develop new products and so on, so on. And on the other hand, we are starting to create an open innovation model, which essentially aims to invest in startups and bring inside the company all the innovation that is happening outside, that at the end of the day is 99%. Okay, thank you very much. Again, how many persons? In the whole group, we must be around 60. 60. Yeah. Thank you. Sébastien Aubry, vous êtes en charge de tout ce qui est business développement dans AXA Strategic Ventures. C'est une structure dédiée? Absolument. Donc tout le monde connaît AXA. Il y a même les équipes d'AXA Maroc qui sont présentes. AXA Strategic Ventures, c'est une petite particularité du groupe. Depuis 2-3 ans, le groupe AXA a réfléchi à mettre en place ce qu'on appelle des options pour capturer de l'innovation. Et AXA Strategic Ventures, c'est un des outils pour y répondre. Donc c'est un fonds d'investissement traditionnel. La particularité, c'est qu'on n'est pas un corporate VC. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et donc on est un fonds d'investissement doté de 500 millions de dollars pour investir dans des startups entre 300 000 et 20 millions d'euros qui sont nos tickets d'entrée. Et on va regarder avec une équipe globale, San Francisco, New York, Londres, Paris, à peu près tout sujet, toute start-up qui a San l'intention... Francisco, New York, Londres, Paris. Donc on reste très western. On reste très western. On a ouvert un petit bureau à Hong Kong, donc on commence à aller vers l'Asie. Et notre priorité, c'est vraiment de regarder des startups qui ont l'ambition, à un moment donné, de disrupter les services financiers. Donc c'est un sens assez large, on y reviendra. Et moi, mon rôle en particulier, c'est d'aider les startups dans lesquelles on investit à faire du business avec AXA. Donc c'est vraiment la particularité, c'est-à-dire qu'au-delà de l'investissement financier, on a un rôle aussi d'accompagnement et d'accélération de nos startups. Et c'est en cela qu'on n'est pas tout à fait un corporate VC, c'est-à-dire que notre priorité est financière, mais on aide les startups à accélérer avec AXA, qui est pour elles un terrible accélérateur de données, d'expertise, de distribution. Donc on pourra y revenir. Merci beaucoup. Je vais aller en régie puisque je vous ai demandé de me poser des questions pour nos intervenants tout à l'heure pour la première séquence. Et j'ai donc un acolyte, Hamid Faridi, qui est en régie. Si je peux l'avoir en retour d'image, mon cher Hamid, j'aimerais juste demander rapidement quelles sont les réactions qu'on a eues sur le SMS et aussi à travers l'application. Est-ce que notre audience a réagi en posant des questions? Oui, absolument, cher Tahmi. Beaucoup de questions, beaucoup de SMS. Je réalise que plus les panels avancent, plus les interventions avancent et plus les gens s'interrogent, se posent des questions. Les mots de vos intervenants ont suscité beaucoup d'interrogations que je peux résumer en une phrase. Oui, nous voyons l'opportunité de cette dynamique disruptive, mais immédiatement après viennent les interrogations sur le cadre réglementaire, les compétences et ressources humaines, l'investissement financier et la capacité des régulateurs à accompagner de cette manière disruptive. Une question qui est revenue très souvent, et elle est en lien avec ce panel-là, une question très claire, très simple. Insurtech versus assurance conventionnelle, peuvent-elles cohabiter? Merci, mon cher Hamid. On reviendra à vous tout à l'heure et évidemment, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur l'application ou par SMS. On en prendra quelques-unes tout à l'heure pour faire réagir nos intervenants. Ça nous envoie directement au sujet. J'aimerais commencer par vous, si vous le voulez bien, Stanislas Chevalet. La problématique, on l'a traitée tout à l'heure, ce matin, l'Assurtech, l'Insurtech n'est pas une compagnie d'assurance. Je crois que c'est Bernard Spitz qui a dit tout à l'heure que ça ne se limitait pas à une compagnie d'assurance, ça pouvant en être, mais la définition communément admise, c'est que c'est toute société qui prétend couvrir des éléments de la chaîne de valeur assurantielle. Voilà, ça c'est ça pour simplifier le sujet. Moi, j'ajouterais deux choses. C'est que ça dépend du business model des assureurs, voire des réassureurs, parce qu'un certain nombre de réassureurs investissent aussi dans les compagnies d'assurance, voire les courtiers. Il y a des exemples aujourd'hui de compagnies de courtage qui commencent à monter leurs propres fonds. Et donc, en fait, le sujet est plutôt de ce que vous en attendez. Est-ce que vous en attendez une contribution à votre innovation? Est-ce que vous en attendez un challenging de vos équipes? Est-ce que vous en attendez finalement l'acquisition de technologies accélérant votre propre ajustement et votre propre transformation?
Donc je serais tenté de dire que ce n'est pas limité à des sujets qui touchent à l'assurance. À titre d'exemple, aujourd'hui, Cardiff, nous, on a investi dans des startups, on investit dans tous les continents au travers d'un fonds. Et en fait, il n'y a pas d'investissement, à une exception près, en Espagne, dans un comparateur d'assurance. Tous nos autres investissements n'ont rien à voir avec l'assurance. Donc, délibérément... Rien à voir rien. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Absolument. Donnez-nous des illustrations pour je vais comprendre. vous donner un exemple. On a investi dans une société qui est basée qui est israélienne, qui aujourd'hui se développe au Brésil, en Amérique latine, avec laquelle on a fait un pilote en Angleterre, et qui va identifier les risques de panne des éléments principaux de votre voiture et vous envoyer vous proposer des tarifs de 3 appels d'offres en live avec un rendez-vous associé au bout. Avantage pour Cardiff, comme nous sommes très impliqués sur le secteur de l'automobile pour distribuer nos produits d'assurance, en fait, ça nous permet de réanimer ou d'animer les réseaux de car dealers et ça nous permet de nous positionner de manière différenciante vis-à-vis des grands équipementiers automobiles. En fait, vous allez sur un métier nouveau, mais qui vient compléter votre proposition de valeur, au moins à vos circuits de distribution. Ouais, donc je veux dire, c'est pas très étranger. Je veux dire, vous n'avez pas fait d'investissement immobilier aux Caraïbes. L'assurance, ça touche. Non, parce que l'assurance, ça touche un peu à tout, mais non. Enfin, et puis c'est pas très nouveau les investissements immobiliers aux Caraïbes. C'est plutôt un truc qui est un peu ancien, déconseillé, quoi. Voilà. Mais très bien, merci. Alors, puisque vous avez la parole, je voudrais vous demander quels sont les choix que vous faites vous, puisque j'ai la chance d'avoir un directeur général du compagnie d'assurance et à mes côtés. Et donc, j'aimerais vous demander quelles sont les priorités pour vous. C'est l'open innovation en transformant l'organisation de votre structure ou, pardonnez-moi l'expression, chasser des startups, identifier, targeter, aller capter des innovations qui vont vous permettre de marquer des points? Alors, désolé, on a, comme toute compagnie d'assurance, en fait, on a 2 sortes d'investissements. On a les investissements qu'on fait pour compte de nos assurés, au titre en particulier des activités d'épargne dans le fonds général. Là, on est soumis à des règles prudentielles et le parti pris qu'on a eu, c'est qu'on n'investit pas nous-mêmes, on investit au travers de professionnels. On a une petite poche très limitée de notre fonds général qui investit au travers de fonds innovants. Ensuite, on a décidé de faire des investissements pour nous-mêmes, donc c'est le principe du Corp Venture, où là, on a monté un fonds petit et on fait des investissements très très en amont parce qu'on a 3 objectifs. Le premier, c'est de trouver des innovations qui vont nous aider à accélérer notre transformation. Le deuxième, c'est de participer à la dynamisation des écosystèmes dans lesquels on travaille, dans les pays dans lesquels on est présent. Donc on cherche délibérément des startups qui sont présents dans les pays où on est pour dynamiser l'écosystème de ces pays. Et la troisième chose que l'on fait, c'est qu'on cherche également un moyen de motiver, retenir, attirer des talents. C'est-à-dire qu'en fait, on veut transformer aussi la culture de nos gens. Je crois que c'était ce que disait la CEO de Lloyds. Pour les habituer à se former, on veut les confronter aux startups et on essaie d'envoyer dans les startups certains de nos jeunes cadres et pour faire des échanges et pour qu'ils voient ce que c'est que la vie de l'autre côté, parce que de temps en temps, ça paraît séduisant, mais ça ne l'est pas autant que ça. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Des investissements à vocation de rentabilité dans le fonds général, des investissements à vocation industrielle qui ne cherchent pas de profitabilité dans un fonds spécifique qu'on a créé qui s'appelle ces entrepreneurs, dont on a une participation commune avec CMP. Merci pour ces précisions. Il faut dire évidemment qu'un certain nombre de global players dans le secteur de l'assurance n'hésitent pas à aller s'installer au cœur des foyers d'innovation. On a vu des assureurs s'installer dans la Silicon Valley, d'autres à Singapour, etc. Je vais venir à vous. En ce qui concerne votre activité à Open CNP, quelle est la démarche? C'est de l'innovation en tant que telle pour rapporter quelque chose à votre groupe ou c'est simplement chercher à investir pour s'installer sur des éléments de la chaîne de valeur pour créer de la valeur? Alors, la particularité du fonds de corporate venture Open CNP, c'est vraiment que l'on n'investit pas sans partenariat. C'est toute la différence en fait entre un fonds de corporate venture et un fonds plus venture capital. Donc voilà, donc nous, il nous faut systématiquement en fait un lien, un partenariat avec les startups avec lesquelles nous travaillons pour pouvoir déclencher cet investissement. Donc en fait,
c'est finalement pour les aider également à financer leur développement qu'on va investir et pour accélérer les partenariats que l'on va pouvoir créer avec elles. Dans cette démarche d'innovation, je dirais qu'il y a de l'innovation pure au sein des startups qui nous intéresse puisqu'on apprend beaucoup de leurs nouvelles méthodes en fait, hein, et surtout de leur façon d'appréhender les nouveaux besoins des consommateurs et potentiellement les nouveaux produits d'assurance que l'on peut délivrer demain en fait. Et puis il y a bien entendu la transformation digitale du groupe CNP Assurance en tant que tel. Et c'est un cercle vertueux entre les innovations des startups et l'open innovation du groupe. Redécrivez-nous quelques exemples parmi les. Vous avez dit, si j'ai bien retenu, 6 investissements. Hein. Donnez-nous des exemples pour voir la complémentarité et mieux comprendre vos choix. Alors, on a un investissement qui est en lien direct avec notre métier, qui est Alan, sur l'assurance santé. Donc, pour Alan, nous sommes également le principal réassureur. Et puis, lors de la création de leurs produits, les équipes d'Alan se sont rendues compte que finalement, il leur manquait une brique au niveau de leurs produits de santé, qui était la prévoyance. Et qu'aujourd'hui, les deux produits étaient packagés et vendus ensemble et qu'il leur semblait très important pour eux d'avoir la brique prévoyance. Dans ces cas-là, les équipes de CNP Assurance se sont mobilisées et ont créé le produit de prévoyance qui est vendu par Alan et que nous avons co-conçu avec Alan pour Alan en fait. Donc voilà, c'est typiquement le type d'exemple que l'on a. On a un autre exemple, par exemple avec BNP Paribas Cardiff. On a fait un investissement dans la blockchain. Cet investissement blockchain, c'est sur de la blockchain privée, sur des consortiums privés pour des échanges de données, par exemple avec des acteurs de même rang. Donc ça nous semblait très intéressant de bien appréhender cette technologie et dans le cadre de consortiums d'assurance, ça nous semblait d'autant plus intéressant de pouvoir tester et être au cœur en fait de cette innovation en accompagnant Stratum. Et donc on a fait cet investissement avec BNP Cardiff également et Nasdaq Ventures. Donc voilà, c'est typiquement les partenariats. Sur ce dernier exemple, est-ce que, en termes de projection, vous avez le sentiment que les intérêts sur cette start-up sont similaires, parallèles, ou on peut imaginer que les vôtres sont différents, mais que c'est sur la technologie, c'est sur le know-how sur lequel vous vous retrouvez? Par rapport à Stratum sur la blockchain, non, je dirais que, alors bien entendu, on ne les limite pas à des développements pour l'assurance, mais c'est une des briques qu'ils avaient déjà définies, et donc c'est une des briques sur lesquelles nous on les pousse à aller plus loin et on les aide en leur apportant notre expertise en interne, voilà, sur les process que peuvent avoir les assureurs. Donc voilà. Par ailleurs, ils se développent également sur des sujets de supply chain et ils travaillent en parallèle également avec Nasdaq, donc sur des sujets qui sont plus sur des introductions en bourse. Merci. Sébastien Loubry, quelles expériences vous avez aujourd'hui et qu'est-ce que ça apporte à votre groupe? Alors, comme je le disais, la priorité d'AXA Strategic Ventures, c'est un objectif financier en premier lieu. Donc nous, ce qu'on va regarder, la vision qu'on a, c'est qu'à partir du moment où on investit dans des sociétés, on part du principe que leur trajectoire financière est bonne, donc d'une certaine façon, leur technologie a été validée par le marché. Donc c'est la première priorité financière. Et ce qu'on essaye de faire ensuite, c'est d'avoir un objectif collatéral qui est stratégique. Donc l'idée, c'est qu'on présente de façon systématique nos sociétés au monde d'AXA. Et un peu comme ce que disait Hélène, c'est qu'on a pas mal d'exemples de réussite et de partenariats concrets. Donc qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte pour AXA, je dirais, une veille technologique beaucoup plus forte. Le fait d'avoir quand même un ticket minoritaire dans une participation, c'est un levier supplémentaire. Nous, on investit toujours avec l'idée d'avoir un siège au bord de la start-up, non pas dans une volonté de la challenger dans le mauvais sens du terme, mais plus de l'accompagner et de la développer. Donc le fait d'avoir cette option pour AXA, c'est un élément important. Et puis l'autre élément qui n'est pas neutre, c'est qu'une fois qu'on investit, on a en général avec nos équipes d'investissement screené à peu près tout le marché et tout ce qui se fait sur chacune des technologies. Donc pour le groupe AXA, c'est un élément de veille important. Une fois qu'on a investi, le rôle de développement avec AXA, il peut y avoir plusieurs façons. Ça peut être un partenariat de distribution, ça peut être une relation client, ça peut être du partage d'expertise, ça peut être une utilisation de données, par exemple anonymisées pour accélérer le développement de la start-up. Moi, j'ai 2-3 exemples en tête. Récemment, on parlait du sujet cyber. Security Scorecard, qui est un de nos investissements aux États-Unis, qui fait en fait un scoring de vulnérabilité des entreprises sur le risque de cyber insurance,
a fait un partenariat avec les équipes d'AXA pour justement se dire on a peu d'historique sur le cyber et comment on peut essayer de mieux calibrer la vulnérabilité de nos clients ou de nos entreprises à ce risque-là. Et donc avec ce partenariat, les entités d'AXA vont pouvoir avoir accès à toute une série de données et d'informations sur l'historique cyber, ce qui permet au final de construire des programmes et des produits d'assurance cyber. Donc ça, c'est un exemple type de coopération. On aurait probablement pu le faire différemment avec AXA en direct, mais le fait d'avoir ce levier d'investissement donne un accès privilégié au management et à la technologie. Deuxième exemple, une société israélienne dans laquelle on a investi, qui s'appelle Neura, Neura, qui fait de l'intelligence artificielle sur le comportement des usagers, sur des plateformes de well-being, sur des usages. Et eux, par exemple, ont une technologie issue du monde militaire qui va permettre finalement de mieux connaître les comportements des usagers et du coup de mieux les engager sur des plateformes. Donc là encore, cette technologie, on ne dit pas qu'on a trouvé, on espère que c'est une pépite et on en est convaincu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à amener ce sujet auprès d'AXA en lui disant, voilà, en Israël, dans cet endroit en particulier, il y a une technologie forte, on y a investi, comment on peut leverager ça à l'échelle du groupe. Alors, vous disiez en introduction à ce sujet, notre préoccupation, notre volonté est purement financière, ou en tout cas elle est prioritairement financière, parce que c'est un fonds et vous devez le gérer ainsi. Et vous nous expliquez qu'en général, ce que vous cherchez, c'est d'apporter quelque chose à AXA dans vos propos. Et j'ai envie de dire, comment vous arrivez à concilier les deux priorités ? Les deux priorités sont compliquées. Le financier et le stratégique sont souvent deux objectifs un peu compliqués à gérer ensemble. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que la priorité est financière. Et ensuite, le lien stratégique, on va penser bien évidemment à la transformation d'AXA, mais notre objectif, c'est d'aider la start-up à se développer, à s'accélérer. Donc finalement, c'est gagnant-gagnant. D'un côté, pour la start-up, d'avoir AXA dans son portefeuille de clients, c'est une accélération formidable. Et pour AXA, c'est un accès à une technologie privilégiée. Mais on ne va jamais prendre une décision d'investissement, un peu à la différence de CNP, sur un use case business. Notre priorité est financière. Et si l'impact est ensuite stratégique, c'est un objectif supplémentaire qui est positif pour AXA et qui est positif pour notre participation. Mais l'angle qu'on a dans ce véhicule qui est AXA Strategic Ventures, il est financier. Et il y a d'autres véhicules qui traiteront d'objectifs plus stratégiques. On a une direction des partenariats, on a des équipes AXA Partners qui vont travailler sur des nouveaux modèles. On a Camet qui est une structure d'incubation qui elle aussi peut combiner des objectifs plus stratégiques. Donc en fait, c'est cet écosystème d'options qui permet de répondre un peu à cette difficulté financière stratégique qui, de notre point de vue, est un élément compliqué à réconcilier en one shot. C'est-à-dire qu'il faut avoir un des deux objectifs en priorité. Et pour nous, il est financier. Merci. Je viens à vous, Josep González. Votre groupe est présent en Espagne et dans un certain nombre de pays. Quelle est la priorité pour vous en tant que CIO d'accompagner la transformation digitale, sachant que vous êtes en Europe et aussi dans des pays en développement, ou c'est de venir apporter d'une nouvelle valeur ou de la création de valeur supplémentaire pour capter du business sur un marché concurrentiel? It's both. Additionally, there's a third one. So the first two you've mentioned is one is transforming the company, is updating the value proposition and going at the same pace than the market. So you're going to go faster than the market because you start spoiling money and it's not good for business. Secondly, you should look for new ways of developing business. For instance, right now you see cybersecurity is a very important line of business. It's tricky because you have to underwrite it properly and so on. But you have to be there because it's possibly one of the main lines of business in the years to come. But then there's a third one that you haven't mentioned, which is covering the risk of disruption in the industry. So what is the third one? The risk of disruption of the business model of the industry itself. And I'm not following the same definition of disruption you've mentioned here during this morning. Okay. I'm talking about those companies that are able to change a business model, that are able to kill the physical distribution, that are able to distribute insurance through digital platforms, that are able to do something new, which is not on the table yet, and we do not operate. You don't see much of that kind of business models at the moment, but you have to be very on top of those cases because you risk that your business model
gets outdated. Mm. So, and this is my third priority. Merci. Comment vous réagissez à cela, Stanislas Chevalet? Je suis même tout à fait d'accord pour dire que, parce que notre débat là a été sur les AssureTech, mais bien au-delà de ça, les réflexions sur l'innovation ne se limitent pas aux startups et aux AssureTech. Elles doivent inclure un certain nombre d'éléments dans chaque entreprise. Il ne faut pas oublier qu'une partie des innovations doit quand même venir de l'entreprise. Donc, ce que dit Joseph, moi, ça me va bien, puisqu'en fait, il faut que vous ayez des équipes de veille, que vous ayez des pratiques de knowledge management et pour partager l'information de façon à ce que vous puissiez regarder les différentes innovations qui existent déjà dans votre entreprise et celles que peuvent vous signaler vos collaborateurs et vos collaboratrices. Et rien que les partager, généralement, ça génère des idées, ça génère des réflexions. Vous avez ensuite, de temps en temps, des programmes d'innovation qui sont lancés à l'intérieur de l'entreprise avec des nouvelles idées, des nouveaux projets. Là, mon seul conseil aux gens qui sont dans la salle, c'est ne soyez pas avares. Oui. Ça, j'ai plus de son. Ne soyez pas avares. Oui, mais j'ai plus de son parce que c'était pas probablement. Il faut que vous regardiez le volume d'affaires que vous faites. Et c'est pas la peine, si vous faites 1 milliard de primes, espérer changer votre entreprise avec 100 000 d'investissement. Ça marchera pas. Donc, si globalement, vous voulez faire quelque chose de conséquent, si vous en êtes convaincu au niveau de la direction de votre entreprise, il faut mettre les moyens pour y aller. C'est comme ça que vous ferez adhérer vos collaborateurs. C'est comme ça que vous ferez bouger les gens. Si vous mettez un tout petit peu, personne de votre entreprise ne vous croira. Vous n'arriverez pas à avoir ce mouvement qui fait que tout le monde va vouloir changer. Donc, je suis très en ligne avec ce qui a été dit. Il faut regarder, il faut veiller. Les nouvelles formes de plateformes qu'on voit, j'en citerai qu'une. Je pense que ça parlera peut-être à certaines personnes. British Telecom en Angleterre. On parlait tout à l'heure des telcos. Hein, le président des banques populaires disait ça. Et ben, en fait, aujourd'hui, British Telecom en Angleterre, ils ont créé ce qu'on appelle une plateforme digitale dans laquelle, en fait, je vous le fais très schématique, ça équivaut à créer un centre commercial virtuel dans lequel, une fois que l'assuré est rentré, il n'en sort plus jamais. Et en fait, globalement, on en entend en moyens, en médias sociaux, en Internet, et il va avoir des e-shops qui vont vendre directement de l'assurance, d'autres qui vont faire rebondir le client vers les shops qui vendent de l'assurance ou proposer de l'assurance eux-mêmes, et tout ça à l'intérieur d'un écosystème British Telecom. Le plus connu que vous connaissez tous, c'est le système chinois de Alibaba Alipay, mais Turkcell en Turquie fait exactement la même chose, avec 40 millions de clients. C'est un peu moins connu, un peu moins spectaculaire, mais ça marche très bien. Donc ces sujets de plateforme, effectivement, si vous n'êtes pas dans la plateforme à un moment donné, les gens achèteront plus d'assurance chez vous ou chez nous. Oui, ils iront ailleurs. Dans votre expérience, comment vous identifiez des startups et comment vous faites la veille pour choisir du temps à investir de discussion, de découverte? Quelles sont vos pratiques aux uns et aux autres? Commencez par vous. Alors déjà, je pense qu'il y a une chose qui est très importante pour nous, qui est de dire l'équipe d'OpenCNP n'est pas le seul point de contact avec les startups. C'est tout collaborateur du groupe CNP peut être en contact avec des startups, identifier des startups. Donc on a mis en place un outil de deal flow, en fait, qui est partagé avec tous les collaborateurs de CNP Assurance, sur lequel ils peuvent non seulement consulter, nous, les startups que nous avons rencontrées, mais également, eux, onboarder des startups, des contacts qu'ils ont rencontrés. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que comme le disait Stanislas, c'est aussi les échanges qu'on va pouvoir avoir avec les différents business units ou avec les différents collaborateurs qui va créer cette innovation au sein de CNP Assurance. Donc on n'est pas l'unique point de contact. Mais c'est vrai que par contre, on va faciliter les mises en relation entre les startups et les différentes business units du groupe. Donc voilà, les startups, lorsqu'elles s'adressent à nous, on va en fait les rediriger vers les bons points de contact au sein des différentes business units pour des échanges qui ne sont pas forcément des échanges d'investissement, qui vont pouvoir être uniquement aussi des échanges de collaboration. Donc voilà, et au niveau du deal flow, je dirais que c'est au fur et à mesure qu'on construit son deal flow en participant notamment à ce type d'événement, en faisant connaître un peu nos structures. Il y a aujourd'hui beaucoup de grandes conférences sur l'InsurTech, donc c'est vrai que ça nous permet de mieux faire connaître notre démarche. Et puis les entrepreneurs sont nos principaux ambassadeurs. Oui.
Comment vous faites, vous, de votre côté Oh, bah, c'est assez proche de ce que vient de dire Hélène. Je pense que pour compléter, donc en effet, il y a un deal flow qui vient des équipes d'AXA. Pas mal de gens en est contact. Il y a un deal flow qui vient de notre positionnement sur le marché, de ce qu'on raconte, de notre posture, que ce soit dans des conférences ou autres. On est partenaire, par exemple, de Station F à Paris, qui est un espace important pour aller capter de l'innovation. Et puis, un élément non négligeable, c'est la relation qu'on a avec d'autres fonds d'investissement. Nous, on peut à la fois leader des tours ou être co-invest, et très souvent, on a beaucoup d'investissements qui viennent d'autres fonds qui nous apportent cette opportunité, qui nous disent venez dans notre tour de table, aussi parce qu'on apporte autre chose que du financier, et notamment la relation avec AXA est souvent un élément fort. On a investi par exemple dans Blockstream, qui est une société du blockchain. Cette société avait la volonté à ce moment-là d'avoir à la fois des investisseurs financiers, mais aussi d'avoir un lien avec un assureur potentiel pour un use case dans cette nature-là. Donc on est de plus en plus associé à des tours de table avec des Google, des Sequoia Ventures, des gros fonds, pour apporter autre chose que du financier. Donc c'est un peu ce mix de tout ça qui nous apporte le deal flow, et on regarde entre 1500 à 2000 dossiers par an. Donc c'est un travail vraiment de 1500 à 2000 dossiers par an, voilà, sur les différents points sur les différents dans le monde. points dans le monde, avec quand même, notamment sur l'early stage, c'est-à-dire des tickets entre 300 000 et 2 millions, c'est un travail de présence locale, d'être dans les incubateurs, d'être dans les accélérateurs. On peut pas, c'est compliqué d'investir, je dirais, dans des écosystèmes très précis sans y être un peu impliqué. On va souvent en Israël. Donc l'idée, c'est une combinaison de tout ça, et c'est un métier essentiellement humain. Donc il faut aller à la rencontre des entrepreneurs. Il y a le côté réputation, parce qu'un entrepreneur, il vous rejoint en général, certes pour la capacité financière, sauf qu'aujourd'hui, avec une politique de taux d'intérêt bas, l'argent est relativement disponible. Donc ce qui va faire la différence, c'est les équipes, c'est la capacité que vous avez à l'accompagner et le business potentiel que ça génère. Mais c'est un métier humain avant tout. How do you target that startups, and how do you accompany them that they can be a part of your business and integrated to your teams and maybe your networks and get both profit from your linkage? Well, Tammy, you're tackling the possibly what is the most relevant key success factors of an open innovation system. So it's essentially what I'm looking for and what I'm going to do in order to integrate it. So for the first question, I like to use a metaphor. We like to see ourselves as hunters, not fishermen. Okay. So we don't go to fish whatever is in the market and take what is good there. Okay. We go to target precisely business challenges that we have. So that requires an effort of understanding quite well the business system you're operating and having a good dialogue with your business managers. So my operations guys are talking with me in order to identify what are the challenges we want to cover in the next years. So once I have a clear idea about that, I can look to the startup ecosystem and start identifying companies that are able to provide answers to those challenges. So this is the first thing. We hunt, we don't fish. And the second thing is it's about integration. It's the most complex business management, business situation we have on the table. I think the people that work on transformation or innovation in big companies. Because you have to have a very clear idea that a startup and a big corporation are two different kinds of animal. I mean, it's totally different. The startup ecosystem is unstructured, quick, cheap, very Darwinian. So there's 1 out of 100 that succeed. And the corporate system is totally the opposite. It's well structured, reliable, slow. We have money, we still have money. So you have to combine one thing with the other. And that's definitely tricky. I don't have precise answers. Yeah. I have some experiences, and we are trying to learn about how to do it. We have some success. We have certain failures as well. But the idea is you should go to a pace that is good for both parts of the equation. So on one hand, the corporation should be able to digest the value proposition, and that requires to respect timings, plans, roadmaps, technology roadmaps, whatever. And on the other hand, you should not interfere on the plans of the startup, because you're able to kill a startup. I mean, we have
we have anti-courses for startups. So unless you let them go look for a healthy business, you can interfere on their plans. How do people that do the conventional work in an insurance group like yours see you innovating, targeting startups? How do they consider you? I know they are Chief Innovation Officer, but I just want to understand more. What do you feel that they don't say about how to deal with you and take advantage of what you can bring to them? Well, this is at the end a problem of human transformation. So don't look to the complexity of the technology or the fancy words of the investment activity and so on. Forget about that. The complexity is in the people. The complexity is in the business managers, and the complexity is in the entrepreneurs. And how do you build a successful relationship with people? So it's about creating that relationship, looking for win-win situations. So when you go to a manager in the line, you should be able to understand their problems. So it's not about, I cannot force that person to embed a new value proposition I've seen, which is very nice in the market. I've invested in a company and you should start selling this from now on, and so on, so on. You should understand the targets of that person, the momentum of the organization, if they are managing to do the budget or not, if they're in a complex moment, if they're in a moment where they need certain kind of features. So it's about creating internally, both internally and externally, that kind of relationship. And this is the most complex thing. And many organizations are tempted to put in my position people that come from outside, and others put very traditional people. And in both cases, it's down to failure. I mean, you need someone that is able to understand both ecosystems and try to create win-win relationships. OK, thank you. Je voudrais aller maintenant vers Hamid Falidi, parce qu'on a un certain nombre de questions avant de faire conclure nos différents intervenants. J'aimerais tout à l'heure, avant que nous quittions la scène, Madame, Messieurs, vous demander chacun de nous dire peut-être une difficulté que vous avez à réaliser, cette dynamique d'innovation et de business, de deal avec les startups. Quel conseil, un seul conseil au moins de la part de chacun pour qu'on puisse repartir avec quelques atouts de notre rencontre. Mon cher Hamid, j'ai vu déjà des questions que je trouvais intéressantes. Je ne les ai pas toutes lues, mais quelles sont celles pour lesquelles on pourrait faire réagir nos invités? Plusieurs questions, cher Tammy, mais quelques-unes qui sont très parlantes. D'abord, une question, est-ce que la disruption est fondamentale dans les choix de management des entreprises d'assurance? Puis immédiatement derrière, une autre question est revenue plusieurs fois. Si la disruption sert un objectif d'élargissement du marché à travers l'assurance d'une population plus large, donc elle sert l'intérêt de l'assurance, comment l'assurance conventionnelle peut-elle aider à l'innovation? Et puis une dernière question également de la part de l'assistance. Les interventions parlent toutes de start-up comme source d'innovation disruptive. Faut-il en déduire que les compagnies sont incapables de produire de l'innovation disruptive par elles-mêmes? Très bonne question. OK. Merci beaucoup. Oui, en fait, je vais commencer par vous. Quand on est directeur général adjoint d'une compagnie d'assurance qui appartient à un grand groupe comme le vôtre, je ne pense pas que dans votre job description, on vous demande d'être un disrupteur. Ben si. Justement, c'est ce que le groupe BNP Paribas, et au-delà de la compagnie d'assurance, Jean-Laurent Bonnafé a lancé un programme de 3 milliards d'euros d'investissement. Alors ça ne s'appelle pas disruption, mais c'est quand même la volonté de promouvoir des technologies nouvelles et des manières nouvelles de faire les choses. Donc il y a quand même une vraie volonté. Pour ne pas monopoliser la parole, je dirais deux choses sur cette question très précise qui me semble excellente. En fait, les groupes établis, je ne vais pas les appeler conventionnels ou pas conventionnels, parce qu'il y a beaucoup de groupes établis qui font, comme ça a été dit, de l'innovation, voire même qui ont des bonnes réputations d'innovation. Et puis regardez les industries, il y a beaucoup d'industries avec des groupes existants qui innovent en permanence et qui égagent de survie.
Je cite toujours une statistique intéressante pour tout le monde. Ça ne s'appelle pas Disruption. Il y a un très bon bouquin qui est sorti. Je suis désolé, ça date. À la fin des années, juste au début des années 2000, pratiquement à la fin des années 90. C'est un chercheur américain qui a démontré de manière assez simple que les patrons opérationnels des entreprises étaient moins efficaces dans la gestion que les gens qui géraient des portefeuilles financiers. Alors, je dis ça nous concerne un peu tous. Et en fait, son raisonnement est le suivant. Il a fait une étude sur les sociétés qui étaient au Standard & Poor's 500 en 1957. Il a regardé combien il était toujours en 1997. Et il a démontré que seuls 15% des sociétés entre 57 et 97 avaient surperformé l'indice. Les autres avaient étaient toujours en vie. Excusez-moi, 85% avaient disparu. Et sur les 15% qui étaient toujours en vie, donc vous voyez le niveau de mortalité en 40 ans, il n'y en avait que 40% qui avaient surperformé l'indice. Donc sa conclusion était assez simple, c'est que vous n'aviez que 6% des entreprises qui en 40 ans avaient surperformé l'indice ou n'avaient pas disparu. Sa conclusion était de dire c'est parce qu'il est plus difficile de prendre des décisions quand on vit dans une entreprise, quand on la vit, quand on est le patron opérationnel, que quand on est un peu très en recul et qu'on est un investisseur financier sans émotion, sans attachement. Et donc, pour aller répondre à la question, une des difficultés que je suis sûr vous partagez tous et toutes, c'est qu'on est happé par le quotidien, les demandes du régulateur, les investissements qu'on doit faire pour se mettre au niveau de compliance, la gestion courante, toutes les anomalies, etc., les gens qui partent, les gens qu'il faut recruter, enfin, ça nous mange 90 ou plutôt 130% de notre énergie. Et quand il s'agit de faire les fameux choix budgétaires ou quand il s'agit de faire les choix d'innovation, on est super motivé. Si vous avez un processus budgétaire qui démarre ou qui se passe comme beaucoup d'entreprises au mois d'octobre, en résumé, en avril, on est super motivé. En juin, on commence à avoir des petits doutes sur l'enveloppe. En septembre, il y a Finance qui commence à faire le cadrage et qui vient nous dire que globalement, on va peut-être devoir faire des efforts. Et en décembre, on donne 1 million d'euros à la personne qui est en charge de l'innovation en lui disant avec ça, tu vas te débrouiller. Donc c'est toute la difficulté qu'on a de faire ce bon arbitrage. Je ne crois pas qu'on peut mettre des petites sommes. Donc pour que ça marche, il faut cantonner des montants significatifs de votre free cash flow dans votre budget de R&D qui prennent la forme de le faire avec les startups, de l'interne, etc. Et je peux vous dire ce qu'on a essayé de faire chez Cardif parce qu'on a buté sur cette même difficulté. On a décidé qu'on aurait 4 projets ou 5 multi-annuels dont on s'engageait à dépenser 15 millions d'euros entre les coûts de construction de ces projets et les coûts de run des 3 premières années, 15 millions chacun, pour que ça représente quelque chose à terme, c'est-à-dire que ça puisse générer au moins 100 millions de primes en 4-5 ans. C'est pour vous dire. Et quand il s'est agi de trouver les 15 millions d'euros, on est brutalement tombé de 5 à 1. Voilà, je suis très ouvert, très transparent, c'est pour vous dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font mieux que nous, mais en fait, on a comme objectif cette année d'en faire 3, vous voyez, donc on s'améliore. Et c'est une super bonne question parce qu'on bute là-dessus, véritablement. C'est pour ça qu'on crée des structures et c'est pour ça que les startups qui sont beaucoup plus focus, elles y arrivent mieux que nous parce qu'ils ne se posent pas de questions, eux. C'est pas qu'ils sont plus géniaux, ils réinventent un peu le monde. Moi, j'ai ma fille qui a monté une startup. Bon, quand je discute avec elle, j'ai l'impression qu'elle réinvente le monde tous les matins. Elle bosse 16 heures par jour, elle trouve ça normal. Mais voilà, ça ne lui pose pas de problème. Son truc marche bien, elle a fait sa levée de fonds. Elle doute de rien. Vous voyez, elle ne se pose pas un dixième des questions que vous posez dans la salle. Et à la fin, est-ce qu'elle va réussir? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est à fond dans son truc. Elle ne se pose pas 25 questions. Elle a un problème le jour. Le soir, il est réglé. Elle n'est pas comme nous avec des gens qui le regardent. Voilà. Vous faites écho aux réactions ou à l'intervention de Sébastien Loubry tout à l'heure qui disait qu'après tout, ce sont des entrepreneurs. Il y a une dimension de relation humaine et qu'il ne faut pas l'oublier et que c'est au cœur. Qui a envie de réagir à la question relative à la distribution qui a été posée par la salle? La distribution, non, mais par rapport à l'innovation des Oui. grands groupes, Oui. je pense que l'open innovation, ça n'est qu'une brique en fait de l'innovation, du programme d'innovation, enfin en tout cas chez CNP, mais chez BNP Cardiff également. Enfin voilà, c'est une des briques d'innovation de Cap Digital avec le lab, avec des programmes d'intrapreneurship, avec voilà, c'est une des briques parmi d'autres. Mais c'est vrai que de faire intervenir des startups
qui sont très focus sur leur business model et sur le développement de leur entreprise, avec des innovations internes, c'est un booster avec une énergie incroyable. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir coupler les deux. Ils sont plus sharp, plus engagés. Et on doit retenir que ces innovations externes sont un peu plus fortes que ce qu'on peut sortir de l'interne. Pas forcément, mais ils nous apportent en tout cas un booster et D'accord. une agilité que nous n'avons pas forcément toujours dans tous nos projets. Allez-y, on va conclure Avec ensuite. juste un risque qu'il faut éviter, c'est de brûler trop l'énergie de la start-up. Parce qu'à partir du moment où ils rentrent en discussion avec un grand groupe, ils n'ont absolument pas la même capacité à absorber tout ce qu'on leur demande. Et Et ne donc, leur tout imposez pas votre rythme. Le rythme des documents de procurement qui font des tonnes et des tonnes de... Ne leur faites pas changer de pages, métier. Et on ne discute pas avec un Microsoft ou un Google de la même façon qu'avec une société qui vient de stabiliser son produit. Et ça, il y a un vrai risque quand même, parce que très souvent, la start-up a envie de faire du business avec le grand groupe, mais jusqu'où va l'exercice, les proof of concept, il faut les rémunérer. Enfin, je veux dire, il y a toute une mécanique à mettre en place dans les grands groupes, de Ça veut façon à dire ce que que, la start-up ça veut dire ne que soit chez vous, pas- dans vos équipes, vous dites agilité, souplesse, pas de Ouais, bureaucratie. il faut qu'on accompagne les startups aussi au meilleur endroit dans les grands groupes, parce que Ouais. sinon elles peuvent se perdre et surtout elles peuvent se faire absorber dans des Ouais. projets qui sont destructeurs. Elles n'ont pas la capacité à tout absorber à moindre prix, donc c'est aussi cet enjeu-là qu'on doit régler. Il y a une question qui est venue, que j'ai vue par SMS tout à l'heure. Je voudrais vous faire réagir parce que j'ai la chance d'avoir 4 intervenants à mes côtés, dont aucun n'est africain et aucun n'est marocain. Est-ce que vous avez le sentiment qu'est-ce qui se passe dans vos pays, et certains d'entre vous appartiennent évidemment à des groupes mondiaux, que je pense à BNP Paribas, à AXA, etc. Est-ce que vous avez le sentiment, puisque la question était posée par SMS dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure sur l'écran, est-ce que vous avez le sentiment que si on devait se poser des questions de start-up dans notre économie pour les compagnies d'assurance, ça serait différent parce que le contexte est différent? I don't think so. You don't think so? No, I think it's. I mean, I'm not. I'm sure that I've gotten properly your question, but the thing is, I mean, the question is, do you think that innovating and the startup issue in a country which is yeah. emerging just like Morocco, is it different from all the question, all the issues you address in the several countries that you are in? I understood you properly. No, I don't think so. I mean, I've seen the digital economy provides you with an enormous opportunity in terms of the non-location of these things. I don't see why. I mean, it's obvious that there are clusters of innovation around the world, but there's not written that someone cannot start doing something new. I've seen it many times in cities in Spain, in cities in Latin America, and this is evolving very fast. I mean, resources, you have to factor one thing. A developer in a city like Berlin, London, even Barcelona, Paris, costs you a lot. I mean, you have talent everywhere. So why are you not going to be able to develop startups from whatever? The only thing you need is to have... I mean, the issue is the well-educated same. people. The challenges for insurance companies here are the same or should be the same that your companies. If I can respond, pardon, du coup je Allez-y, vais en allez-y. français, pardon. Allez-y. Parce que Joseph parle en anglais. Donc, une des clés, c'est d'avoir des populations qui ont, sur un certain nombre de domaines, les domaines mathématiques et les domaines technologiques, au moins par les temps qui courent, avec un bon niveau universitaire. Donc, je réponds à la question. Si on parle du Maroc, pour avoir même des Marocains ou Marocains d'origine dans mes équipes, il y a un incroyable talent en mathématiques. Donc c'est totalement anormal qu'il n'y ait pas plus de projets de start-up très fortes parce qu'il y a le talent qui est là. Après, il y a un sujet de formation et d'accéder aux meilleures formations mondiales parce que souvent elles sont concentrées dans un certain nombre de domaines. Mais nous avons des accords avec des académiques, des universités un peu mondiales et on voit qu'on revoit des gens de l'ensemble des pays. Donc je pense que le point, c'est le niveau universitaire qui est le numéro 1 et votre capacité à trouver des investisseurs qui sont prêts à mettre un peu d'argent, soit en l'organisant, soit en le favorisant. Si on parle juste de la France, on est nul comparé à plein d'autres pays. On n'est pas du tout parmi les grands investisseurs dans les startups. On est très loin d'un certain nombre de pays. Donc, et il y a des pays où on trouve très facilement des fonds. Il y a surabondance de fonds. D'ailleurs, les investisseurs font un peu n'importe quoi. Donc ma réponse, c'est niveau universitaire,
et organiser les moyens pour les gens, quand ils veulent y aller, d'accéder au funding. Merci, et je crois qu'on doit garder en mémoire cette question de capacité dans le quantitatif et le sharpness des formations dans ce domaine. Peut-être une réaction sur cette question de similarité ou non? Particulièrement, je pense qu'il y a une vraie opportunité quand même à regarder ces nouveaux territoires pour nous avec un prisme plutôt européen et américain, parce qu'il y a forcément un retard dans l'équipement et donc de nouvelles opportunités de distribuer. Finalement, l'assurance, c'est du capital, de l'accès aux données et de la distribution. Et quand il y a des nouveaux modèles, typiquement sur mobile ou autre, on a un sous-équipement dans certains pays, il y a peut-être une opportunité d'aller plus vite plutôt que de reprendre la legacy et l'historique de compagnies d'assurance sur des marchés matures. Donc je pense qu'il y a un sujet intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de fonds qui maintenant regardent l'Afrique. Il y a Partech qui notamment a lancé une initiative. Il y a de plus en plus d'initiatives de funding sur ces marchés qui sont importants. Merci. Je vous demanderai brièvement à chacune et chacun, ça sera la conclusion, quel conseil vous donnerez de vos expériences dans la négociation avec les startups pour se mettre en concurrence, en compétition, en compétition? Je commence par vous, si vous le voulez bien. Alors clairement, nous, on est en coopération avec les startups aujourd'hui. Et pour être en coopération avec ces startups, ce qui est très important pour nous, c'est d'inclure les business units de CNP, d'inclure les métiers. Et donc pour ça, il nous a fallu en fait vraiment que toute l'entreprise, tout le groupe CNP Assurance soit concerné par ce programme d'Open Innovation, que ce soit du COMEX aux collaborateurs. Alors, de la même façon, pour nous, on est en coopération et pas en concurrence. Je dirais que le conseil pour les startups, c'est de la persévérance. Je veux dire, pour avoir une relation avec un grand groupe, il faut être persévérant. Et peut-être le conseil pour les grands groupes, c'est de se dire, il faut tester des choses, il faut rentrer dans une logique où ne pas avoir peur de rater certaines expériences avec des startups, mais il faut tester. Et pour moi, c'est de la complémentarité et non pas de la concurrence. Merci. Did you get my question? Yeah, I just want to ask, what advice can you share with us in the way you deal with startups, and particularly if you want to cooperate and not compete? Yeah, I think it's very necessary to have in mind that this is a transformation problem. So whatever we do on both sides should aim to transform incumbent organizations, because otherwise you wouldn't be talking with that startup. In order to do so, you really need to cooperate and try to develop win-win systems. In terms of transformation, I think for insurance organizations is embrace the possibility of mistake. This is something that insurance companies are not very prone to do, and put some money aside in order to transform the organization. Merci. Je dirais partager le why, pourquoi on veut coopérer, s'assurer qu'on se dit bien la même chose, et éviter que la coopération devienne de la cohabitation, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut que les responsables de l'entreprise, un peu ce que disait Hélène, alignent les deux entreprises. Dans la start-up, qu'ils alignent leur boîte pour leur dire il y a un investisseur qui m'a donné de l'argent pour tel objectif ou qui m'a demandé de coopérer avec lui pour tel objectif, vérifie que ça suit bien, quitte à ce qu'ils arrêtent d'autres idées, pas facile. Et dans l'entreprise, vous commencez déjà à choper votre IT, votre patron de l'IT, vous lui dites que son objectif dans la vie c'est pas de tuer la start-up. Vous continuez en prenant les gens du legal, du juridique, de la compliance, en leur expliquant qu'ils sont très petits, donc ils n'ont pas le temps de tout faire et qu'il faut peut-être mettre un peu de processus dérogatoire. Et vous ajoutez, pour que la recette soit tout à fait bonne, le fait qu'il faut que quelque part, il y ait un membre de votre comité exécutif qui soit officiellement en charge de suivre et d'aider la start-up, à la fois pour lui donner des conseils et également pour la défendre contre l'interne. Avec Merci. ça, vous auriez un bon gâteau. Merci beaucoup. Je voudrais rassurer les patrons des IT et des compagnies qui sont parmi nous. C'est bien évidemment pas de vous qu'on parlait. C'est d'autres situations plus abstraites. Je voudrais, mesdames, messieurs, vous prier de remercier nos différents panélistes pour leur contribution. Je vais vous souhaiter un excellent appétit et redémarrons à 14h30.